tombe bien, au Père à volet, cette troisième séance intitulée Corpus, d'accueillir Alexis Lukashkin, qui est doctorant en littérature française et comparée, en co-tutelle à l'université Paris-Sorbonne et à l'EHESE, c'est quoi le voilà, et à la Wishka, parce que je ne sais pas trop, à la Wishka de Moscou. Et Alexis Lukashkin va nous donner un exposé intitulé Rocambole en Russie, les études comparées pour une nouvelle histoire de la littérature de masse. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai pris ma thèse sur la réception de romans rocambolesques en Russie. Mais aujourd'hui, je comprends bien que je représente que la littérature de masse, donc l'élément qui compose la littérature russe, l'histoire de la littérature russe. Mais l'intérêt quand même de donner des cas précis avec la littérature de masse, je trouve que c'est en littérature, c'est un genre littéraire, c'est une sorte de littérature qui reproduit beaucoup les mêmes éléments, les mêmes ingrédients. Et dès qu'on arrive à dégager quelques principes, quelques logiques, on peut après les réappliquer sur d'autres œuvres, sur d'autres cas. Donc dans mon exposé, je vais faire une petite introduction sur la réelle histoire de l'étude de la culture et de la littérature de masse. Après, dans la première partie, je vais parler surtout des voies littéraires, des canaux littéraires par lesquels la littérature de masse s'est installée en Russie. Et dans la seconde partie, je vais parler surtout de l'aspect social de cette installation de la littérature de masse en Russie. Et c'est là l'intérêt aussi, entre autres, de ma thèse. Donc, je vais essayer de vous montrer quel peut être l'intérêt d'apprendre cet aspect social sur une situation précise. Donc, dans l'introduction, je parle un petit peu de l'histoire de l'étude de littérature de masse, qui a été surtout développée dans le XXe siècle avec quelques écoles philosophiques qui ont essayé d'élaborer la définition, comment définir la littérature, la culture de masse, donc les approches philosophiques, poétologiques, de voir la littérature de masse. On peut commencer par, bien sûr, les formalistes russes qui ont déjà été cités plusieurs fois aujourd'hui, avec Shklovsky, Tenyanov, Eichenbaum, et dans l'article de Tenyanov de l'évolution littéraire, où il propose de non pas voir l'évolution de la littérature comme un mouvement progressif, mais de voir comme un changement de rôle entre les genres qui se placent au centre ou en périphérie, ce qui a permis déjà de donner de la valeur à la littérature de masse, donc non pas la placer en bas de l'échelle de l'hiérarchie, mais de voir plutôt comme un genre égal aux autres. Après arrive dans les années 1920-30 une évaluation philosophique de la littérature de masse qui se fait, et la culture de masse qui sont faites beaucoup critiquées par exemple Ortega y Gasset, qui critiquait l'absence d'individualisme dans l'œuvre de masse, qui disait justement que c'est peut-être plus intéressant d'avoir une élite qui va produire des œuvres de qualité et non pas avoir tout le temps des œuvres qui sont tous pareilles, qui perdent la valeur. C'était à peu près dans le même sens le discours de l'école de Francfort, avec Adorno, Hochmeier, pour la prononciation, qui parlait des industries culturelles, la standardisation, l'uniformisation. Après, dans les années 70, on a plusieurs approches intéressantes qui essayent de voir comment étudier tout ce corpus énorme de littérature de masse. Par exemple, Umberto Eco, il se dirige plus vers le lecteur et la réception du lecteur, l'interprétation du lecteur, ou encore John Cavelty, le chercheur américain, dans les années 70, qui propose à la Vladimir Prop de chercher quelques formules, quelques clichés qui se reproduisent, et d'aborder les genres de littérature de masse comme les romans d'amour, les romans d'aventure, les romans des horror stories, de les aborder par des ingrédients qu'il mélange à chaque fois,
mais chacun fait à sa façon, à sa sauce. Et ça peut être l'une des approches qui permettrait de traiter l'ensemble des textes, qui est très important. Donc en Russie, où je pense que vous connaissez bien que la situation après les formalistes n'était pas très favorable à l'étude de la culture, de la littérature de masse, et que, à part quelques articles rares, y compris de Yuri Gottman, il y a très peu d'avancement sur cet aspect, et c'est dans les années 90, encore une fois, avec des critiques qui ont été déjà citées aujourd'hui, avec Leonid Gudkov, Vladimir Dubin et surtout Avram Ribot, on reprend le discours apologétique de la littérature de masse. Et c'est Avram Ribot qui établit comment la littérature de masse est arrivée en Russie. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment les voies littéraires par lesquelles la littérature de masse s'est installée en Russie. Donc, moi, j'aimerais en distinguer 3 étapes. Après, je tiens à dire qu'il n'y a pas de frontières très distinctes et très précises, mais dans l'évolution, je vois les 3 étapes sont les suivantes. Sont les traductions des textes populaires qui arrivent. Après, ce sont les simulations de ces textes traduits. Et enfin, ce sont les œuvres authentiques qui arrivent dans la littérature russe. Donc, commençons par les traductions. Comme notre cadre nous invite, c'est de parler surtout de traductions des textes français qui sont arrivés en Russie, des grands romans comme par exemple celui de Eugène Sue, Les Mystères de Paris, qui est traduit très rapidement, seulement 1 an après la publication en France, 1844, il est déjà publié en Russie, ou encore Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires, qui arrive seulement 2 ans après la publication originale, donc c'est en 1846, et Ponson du Terrail, qui a écrit la série sur Rocambole, qui est dans le titre de mon exposé. Cette traduction, on met un petit peu de temps, 5-6 ans, mais après, c'est enchaîné et arrivé très rapidement. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces traductions, que déjà, souvent, elles étaient... donc, c'est pas la même approche à la traduction qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, elles étaient publiées sans nom de traducteur. Après, donc, une simple observation permet de voir de nombreuses coupures qui ont été appliquées au texte original. Et le plus on avance dans les épisodes, le plus ces coupures se multiplient, et ce qui donne que vers les épisodes, on commence par exemple par le premier épisode qui correspond plus ou moins à la taille du texte original, vers les épisodes 10, 15, etc. Souvent on n'a que des condensés de quelques lignes, des résumés qui font 3 phrases, juste pour tenir le lecteur au courant, pour lui donner l'idée de comment le sujet évolue. Et puis si on fait une analyse comparée des textes, on peut constater de nombreuses fautes, non seulement linguistiques, mais aussi factologiques, qui témoignent de manque de soins qui étaient apportés à la traduction. Donc l'idée de l'industrie qui était en train de s'installer pour produire le plus rapidement possible. Donc après, ces textes, ils étaient... on a eu des textes qui simulaient les textes très connus français, comme par exemple Les Mystères de Paris de Eugène Sue, avec sa démarche sociale où il va découvrir les bas-fonds de Paris et décrire ce monde qui cohabite avec le monde des riches, a été reprise dans le célèbre roman de Krestovsky, Les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. L'intérêt de cette reprise, c'était de changer de contexte, ce qui a permis à Krestovsky d'avoir un énorme succès. Donc, rien que d'adapter à un contexte russe, déjà, ça permettait de faire un pas en avant. Donc, avec Krestovsky, ça c'est le plus célèbre, mais après il y a eu d'autres, bien sûr, imitations des romans français, y compris pour le Rocambole. Il y a eu des rocamboles russes qui ont été écrits par des auteurs russes.
finalement, la littérature russe va arriver à poser quelques traits spécifiques, caractéristiques à ces œuvres qui arrivent. Et c'est par exemple le cas de la littérature du roman policier, qui est un genre très lu, très connu, surtout dans le dernier tiers du XIXe siècle, et qui arrive en Russie d'abord par les traductions des auteurs qu'on connaît tous, après par les imitations, et finalement qui arrive à donner quelque chose de spécifique, à savoir, comme le constaterait Blatt, que si dans la tradition occidentale des romans policiers, on s'intéressait plutôt à savoir qui est le criminel, à le découvrir au fur et à mesure avec le personnage du texte, dans les romans russes, on va assez rapidement savoir qui est le criminel et découvrir toute la partie psychologique du crime. Donc pourquoi le crime est arrivé, pourquoi avec cette personne, pourquoi avec cette victime. Donc là, on peut constater quelques traits particuliers, mais quand même, je pense que les similitudes sont beaucoup plus nombreuses. Si on fait une étude de littérature comparée entre la littérature de masse et la littérature populaire, parce qu'au milieu du XIXe siècle, on peut l'utiliser en tant que synonyme. Populaire parce que c'était beaucoup lu, en même temps populaire parce que c'était pour le peuple, oui, et les industries permettaient une large diffusion de textes, déjà à partir des années 50-60 en France et à partir des années 60-70 en Russie, permettaient de diffuser largement par des magazines illustrés ou par des petites brochures des textes. Donc s'il y a bien de similitudes entre les littératures, c'est surtout le lecteur. Donc moi je le fais comme ça dans ma thèse, j'aimerais savoir votre opinion. Dans le triangle sémantique de expéditeur, destinataire, message, qu'on peut prendre écrivain, texte et lecteur, il y a bien de similitudes dans les techniques de l'écrivain, bien de similitudes dans les textes, oui, comme je vous ai déjà répété que les ingrédients sont les mêmes, mais dans la réception du lecteur, c'est là où on peut retrouver des interprétations diverses auprès du lecteur des mêmes techniques qui arrivent et qui s'installent dans des contextes particuliers. Particuliers à la France, particuliers à la Russie, particuliers à une étape historique. Alors, dans cette seconde partie, je vais illustrer avec un cas très précis, donc rocambole. On sait qu'en France, aujourd'hui, on dit rocambolesque, pour le dire extraordinaire. Ça vient de rocambole qui avait, à la fin du XIXe siècle, un statut d'un prototype des super-héros. C'était quelqu'un qui était invincible, qui arrivait à se débrouiller de toutes les situations, de tous les périls, et il y avait cette allure. Alors qu'en Russie, rocambole, si on consulte plusieurs dictionnaires, rocambole, d'abord c'est un jeu de billard, et après, la définition c'était un escroc ridicule, malfaiteur. Il y a un grand décalage entre les deux définitions qui se formaient justement à cause de la réception qui a eu lieu chez des lecteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? En Russie, il y avait les publications de traductions de romans rocambolesques qui font du terrain. Il y avait un épisode qui s'appelait Le Club de Valet des Cœurs. Donc, les jeunes aristocrates de Moscou ont cru que c'était une bonne idée d'imiter les crimes du livre, du Club de Valet de Cœur, dans la vie réelle. Et on commençait à reproduire les crimes, donc il y a des crimes vraiment similaires, certains crimes d'enlèvement, certaines escroqueries financières, qui sont reproduits dans la vie réelle pendant plusieurs années. Et cela donnait suite, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais cela donnait suite après, il y a eu lieu un grand procès. Il y a eu 48 accusés en 1875, donc beaucoup d'aristocrates, des familles très nobles de Moscou qui ont été après exilés. Mais
comme ils avaient pris comme idée les romans rocambolesques, Rocambole et les Valets du cœur, donc dans la réaction de gens, c'était tout de suite associé aux escrocs. Et ce qu'on peut constater après dans les œuvres littéraires russes. Par exemple, dans mon corpus, j'inclus la réaction de Dostoïevski dans son journal de l'écrivain, qui utilise Rocambole et Valet de cœur en tant que synonyme d'escroc ridicule. Ou après, c'est Saltykov, les enfants de Moscou, pareillement. Il les considère comme des escrocs. Finalement, il arrive à un roman, petit roman, c'est une imitation, c'est un charge de Tchekhov qui s'appelle Le Rocambole russe, donc le roman qui est dur 6 pages seulement, mais qui imite aussi les romans feuilletons, et pour lui, les rocamboles, c'est aussi des escrocs. L'intérêt de comparer les réceptions chez des lecteurs entame une conversation sur le contexte dans lequel il arrive. Alors en France, moi ce que je fais, je regarde les horizons d'attente, ce qu'on appelle. Donc je regarde les horizons d'attente littéraires en France qui étaient installés pour l'œuvre et les horizons d'attente sociales qui étaient installés pour l'œuvre. Et puis je refais la même chose en Russie. L'horizon d'attente littéraire, l'horizon d'attente sociale. Et on peut constater qu'en Russie, effectivement, l'horizon d'attente sociale, le contexte social est aussi, après les réformes d'Alexandre II, que l'esprit d'escroquerie, d'aventurisme, si vous voulez, était très présent jusqu'à la Révolution. Et je peux intervenir avec un dernier exemple. Donc, il y a eu un personnage qui s'appelait Manilov, Monassevich Manilov, c'était un homme, c'était un fonctionnaire de l'agence de défense russe qui travaillait à Paris. Et après, sa biographie s'est intitulée Le Rocambole russe, l'histoire de Monassevich Manilov. Donc pourquoi il s'est appelé Rocambole? Parce que si on regarde sa biographie, c'est un incroyable aventurier qui a tenté toutes ses chances partout et il a fait, par exemple, il voulait toujours partir en mission à Paris. Pour cela, il cherchait des excuses. À un moment, il éditait une revue russe officieuse pendant quelques années, mais il n'y a eu que 2 numéros qui sont sortis. Mais il recevait le financement. Et il y a plein d'histoires comme ça par rapport à Manilov. Et l'intérêt d'étudier cette figure, que si on cherche les sources par rapport à Rocambole, en France aussi bien qu'en Russie, chez Henri Rochefort et en Russie chez Souvorine, cette idée que Rocambole peut se matérialiser et même prendre des fonctions assez haut placées, elle était déjà anticipée. Donc Henri Rochefort, elle a fait un petit texte qui s'appelle Rocambole homme politique. Souvorine, il a fait un texte qui s'appelle Rocambole consulat culturel. Je pense que Souvorine va plutôt recopier. Mais l'idée, elle est là que dans ce contexte particulier russe, ce qui paraît grotesque, invraisemblable, pouvait se matérialiser. Alors que dans le contexte français, ce n'était pas possible. Donc voilà, c'était surtout cette question que je voulais évoquer, c'est de la réception auprès du lecteur, de l'étude des pratiques comportementales chez des lecteurs. Et ainsi, on peut utiliser la littérature de masse comme un document qui permet d'étudier une époque. Saltykov parlait de ça, que c'est dommage que les œuvres qui étaient beaucoup lues à une époque qu'elles soient délaissées après un moment, alors qu'elles témoignent de l'époque. Donc là, c'est un exemple de comment la littérature de masse peut illustrer, peut nous servir d'un document pour comprendre le comportement des lecteurs, le comportement des gens dans le processus social. Voilà, merci. Merci beaucoup Alexis pour avoir tenu votre temps de parole et pour un exposé tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alexis.
Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs questions à vous adresser. Je trouve ça vraiment très intéressant comme problématique. Et pourtant, votre conclusion, elle me laisse un peu sur ma faim parce qu'on revient à cette situation où on voit apprendre par la littérature l'histoire sans trop se compliquer la vie parce que tout est là déjà de toute manière. Donc ce qui m'intéresse, ou peut-être vous n'en avez pas parlé, vous l'avez fait comme ça sympathiquement, quelle opération intellectuelle, quel type d'analyse faut-il mobiliser pour que ces documents se mettent à nous parler de la vie sociale? Et donc plus précisément, donc l'horizon d'attente, c'est une notion qui est assez connue, mais j'aimerais quand même savoir comment vous faites pour établir cet horizon d'attente chez les lecteurs, voilà, et l'horizon d'attente sociale également, donc les deux. Oui, une très bonne question, merci. Effectivement, je pense que c'est intéressant d'illustrer plus précisément comment on peut étudier. Donc, chez les lecteurs russes, nos documents, ça peut être bien sûr les journaux. Donc, moi, j'ai beaucoup étudié la presse après le procès. J'ai beaucoup étudié comment, dans la presse, les notions de rocambole et de valet de cœur ont évolué à travers des caricatures et des articles. Après, bon, il y a des textes littéraires de différents genres, il y a même des textes littéraires de genre tout à fait juste de belles lettres, mais qui témoignent des expériences de lecture des œuvres de Ponson du Terrail, de Rocambole en particulier, où dans les textes on va voir comment les gens lisaient et comment ils s'inspiraient. Donc, je parle par exemple du texte de Gary Mikhailovsky, Studente. Là, dans ce roman, Studente, il raconte comment les étudiants lisaient les textes de Ponson du Terrail, et après comment ils sortaient dans la rue pour imiter Rocambole à Saint-Pétersbourg. Donc, en tant qu'étudiants, ils s'amusaient comme ils pouvaient. Où il y a le texte de Ouspiansky. Bon, lui, c'est beaucoup de textes philosophiques. Dans un texte, il parle de son expérience de lecture de Rocambole, qui le fait partir dans un autre monde et oublier tous les soucis qu'il voit devant lui avec les problèmes sociaux en Russie. Donc, on peut retrouver les témoignages de comment les gens lisaient. Voilà. C'est un roman. Alors, ça peut être des romans, mais ça peut être aussi comme des comptes rendus dans les journaux ou des articles. Des gens qui sont très divers. C'est parfois des genres humoresques, c'est parfois sérieux, parfois il y a juste un passage. Mais on peut créer quand même on peut recréer, je veux dire, c'est plus les raisons d'attente parce que c'est plus l'attente, mais c'est la réception, c'est comment, quels sont les traits communs à la réception d'une œuvre, d'une telle œuvre, par exemple de Rocambole, moi je fais en particulier, dans une telle période. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces multiples sources justement sur la manière, sur les usages non, il y en a très peu. En fait, effectivement, il y a quelques emplois qui se distinguent, qui sont plus ou moins fréquents. Donc les emplois qui sont fréquents, on les repère assez rapidement. Et par le contexte, on peut comprendre quels sont le sens qu'on essaie de donner à ces emplois dans un tel contexte précis. Merci. Une question, enfin une sorte de question, réflexion ouverte, parce que je connais très mal le sujet. Mais ce qui m'a frappé dans l'exposé, c'est la question du lecteur, mais la question aussi de la lecture, comme en fait une certaine pratique de lecture qui consiste à reproduire dans la vie ce qu'on lit. Et ça c'est génial. Ça, un peu, c'est très complexe parce qu'il y a des pratiques qui sont conscientes. Quand les gens font ça consciemment, il y a des pratiques qui sont inconscientes. Et d'expliquer les pratiques inconscientes, c'est pas du tout évident. Par exemple, pourquoi ils ont décidé, les valets de cœur moscovites, d'imiter le roman? Est-ce qu'ils ont fait consciemment
j'arrive toujours pas à dire. Est-ce qu'ils l'ont fait inconsciemment? Parce que c'est sûr qu'ils l'ont lu parce qu'on a trouvé des livres de pension du tirage chez eux, où au moins ils étaient au courant, tellement c'était dans l'agenda, dans les actualités, on peut dire littéraires de l'époque. Mais est-ce que c'était une pratique, comme il y a des fans, par exemple, qui reproduisent Harry Potter, ou comme, je sais pas, Yevgeny Onegin reproduit aussi des types qu'il lit. Ou Berthe, après avec suicide qui ont suivi. Et juste, j'avais une autre partie à ma question. Du coup, la question de l'imitation, enfin, la question de la reproduction des modèles littéraires dans la vie, parce qu'on va parler beaucoup de liens. Je regarde Victoire, que je sais. Et on avait parlé aussi au séminaire littérature et politique autrefois des livres comme modèle de vie au moment du siège de Leningrad. Et c'est une question qui est fascinante. La question que je me pose, que je laisse entièrement ouverte et corrigez-moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi cette distinction à faire entre littérature classique, enfin pas dite classique, mais classique, le canon, et littérature de masse, justement, dans les valeurs qu'elle véhicule pour les lecteurs et les modèles, du coup, et les modèles qu'elle représente dans la vie. Les classiques comme les valeurs, puisque c'est ce qui sera le cas, en tout cas, c'est ce dont on a aussi parlé au XXe siècle, surtout par le véhicule de la culture de masse, pour le coup, la télévision etc., qui vont véhiculer les valeurs classiques comme modèle de vie de la Kulturnest. Tandis que la littérature dite de masse ou populaire, c'est ce qui véhicule les mauvais modèles. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? À la littérature de masse, on attribue souvent l'idée de manichéisme, c'est-à-dire que toujours opposé par le mal. Elle est très morale, la littérature de masse. Elle est beaucoup plus morale que la littérature qui s'adresse aux élites, normalement. C'est intéressant, du coup, parce que justement, Merci, on a une question. Oui, je ne veux pas prendre sur le temps. Non, c'est pas pressé. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler cet après-midi, donc je vais être brève. Je vous remercie beaucoup. Je connaissais vos travaux, vous les avez soumis à la revue des études slaves. Et donc, moi, j'ai surtout écouté votre présentation sur l'importance de la littérature de masse. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que je voudrais revenir quand même au sujet de la journée d'études, qui est d'écrire une histoire de la littérature. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes parti surtout sur plutôt de la sociologie de la littérature ou un usage social de la littérature. Alors là, c'est une question aussi très large. Et ce n'était pas l'objet de votre exposé, mais peut-être vous pouvez nous donner quelques indications. Ça a déjà été fait pour certains articles. Quel intérêt peut présenter une étude systématique de la littérature de masse pour étudier, alors je ne vais pas appeler ça une littérature d'élite choisie, mais une autre littérature. La littérature de masse pour étudier une autre littérature. Parce que c'est là le problème. Il ne faut pas quand même avoir des études de textes qui vont être cloisonnées. Et puisque vous avez cité les formalistes, les formalistes s'y intéressaient parce que ça pouvait être, puis pour certains cas voilà, parce que vous m'avez mis Eugène Sue dans la littérature de masse, je ne sais pas si Eugène Sue à l'époque c'était de la littérature de masse, par exemple. Quand même, je pense que c'est vrai que pour le genre de feuilleton, il y a des feuilletons qui sont classiques, qui sont considérés aujourd'hui comme des œuvres du premier rang. Mais c'est le cas de Eugène Sue. Mais littérature de masse, c'est surtout par les techniques qu'elle était produite, qu'elle était appelée comme ça. Et Eugène Sue qui publiait un feuilleton. Et je pense qu'il y a tous les traits qui permettent de l'attribuer à la littérature de masse par je veux dire, les techniques comme terminer les épisodes toujours par une accroche, pour accrocher le lecteur, réagir de manière très sensible aux intérêts des lecteurs, parce qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui réagissaient, qui envoyaient des lettres. Donc, je pense que dans cette
Bon, ça c'était justement après votre question. La question fondamentale, elle est, comment on peut envisager une articulation, quel est l'intérêt d'étudier systématiquement cette production, ou les mineurs, à d'autres époques. Je pense que j'ai besoin de réfléchir pour donner une réponse. Là, ce que je peux peut-être proposer, c'est justement parce qu'on a tellement d'études sur les œuvres dites classiques, on peut affronter l'aspect social que nous donne la littérature de masse avec les valeurs, par exemple, qui ont été véhiculées par l'œuvre classique, par les œuvres classiques. Faut que je réfléchisse. Je suis désolé, parce que il faut que je réfléchisse. Merci. Moi j'ai deux petites questions très rapides, puisque quand même on a une longue après-midi devant nous, et puis ça se termine à 17h30 normalement, mais on sait très bien qu'on a nous dehors qu'à 19. Et on a un peu à manger. Voilà, et on a un peu à manger. J'ai deux petites questions. D'abord, question méthodologique, et qui est plus large, parce qu'elle concerne également évidemment le XVIIIe siècle. Et puis parce que ce sont des choses qui sont souvent évoquées dans l'historiographie de la littérature russe du XVIIIe siècle. Vous parlez de vos trois étapes, traduction, vous avez parlé de simulation, donc imitation. Oui, imitation. Je ne sais pas très bien compris pourquoi la simulation, mais en fait j'ai compris. Mais donc traduction, imitation, œuvres authentiques. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant, etc. Je me demande dans quelle mesure ça reste opératoire, dans la mesure où très souvent on ne voit pas bien la différence entre imitation et œuvre authentique. C'est-à-dire que, surtout dans une... parce que traduction, d'accord. Ensuite, il y a donc la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle toujours Переложение на наши нравы, au XIXe siècle, c'est Lukin, etc. Mais si on reste par exemple dans le domaine du théâtre classique, que connaît bien Alexei Stratov, où de toute manière les intrigues sont les mêmes, ou les scénarios sont les mêmes, à partir du moment où... quelle est la différence entre une pièce qui est une pièce classique de type occidental, où on a simplement russifié les noms, et puis des personnages, et puis une pièce qui est considérée comme originale. J'avais ce problème-là quand j'étudiais les romans d'Hémine, par exemple. Il n'y a pas une différence fondamentale entre les romans d'Hémine traduits, les romans d'Hémine imités, et les romans d'Hémine imités, c'est quand même déjà, de mon point de vue, des romans originaux. Donc, je m'interroge un peu sur cette espèce de construction idéologique en trois parties. Je pense qu'elle peut être peut-être examinée, mais peut-être que je me trompe. Et mon autre question, c'est... cette littérature de masse, j'imagine que le support privilégié qui est la sienne, c'est la revue, ou les revues, peut-être des revues de plus en plus populaires. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il y a des illustrations? Est-ce que c'est une littérature qui génère des illustrations? Parce qu'elle est intéressante si c'est le cas, du point de vue de l'analyse du rapport texte-image. Bien sûr, oui, Et alors, est-ce que c'est les mêmes illustrations que dans les rocamboles français, par exemple? Les illustrations avaient un rôle très très important dans l'apparition de la littérature de masse, parce que les lecteurs pour lesquels c'était fait, c'était surtout les lecteurs qui apprenaient à lire, qui apprenaient à être lecteurs. Donc les illustrations accompagnaient souvent, surtout un début, largement les textes. Après, elles étaient de moins en moins présentes dans la publication de textes. Mais ce qu'on appelle les revues illustrées, comme Rodina Niva, où en effet l'image avait la place, surtout en début central, dans la publication d'un texte. Contrairement à Toast et Journal, les revues qui le texte, l'illustration avait, si on peut dire ça comme ça, une fonction pédagogique, une fonction d'apprendre d'apprendre à lire, de faire prendre l'habitude de rendre la lecture attractive.
Et puis, son rôle a été diminué avec le temps. Mais quand même en France, l'illustration avait un grand... il y avait beaucoup de caricatures, ce qui est particulier à la culture française. Par exemple, avec Rocambole, il y a une très fameuse, très célèbre caricature de Napoléon III en tant que Rocambole. Avec tous ces coups d'État, il était bien un aventurier aussi. Et en Russie, quand même, la caricature est moins présente. Donc, il s'agissait d'illustrer, il y avait des caricatures. Avec les valets de cœur, le Rocambole, j'en ai vu, ouais, mais ça n'illustrait pas le texte, c'était juste Oui, c'est déjà une production. Ok. Non, peut-être oui. C'est par rapport à cette distinction littérature d'élite et littérature de masse qui, moi, me semble très très problématique et qu'il faut vraiment affiner. Parce que si on prend comme mode d'écriture et de diffusion ce que vous avez dit, pour moi, beaucoup de romans de Dostoïevski correspondent en termes de mode d'écriture et de diffusion à ce que vous avez appelé la littérature de masse. Ce matin, on a bien dit que la littérature de masse a besoin d'une masse de lecteurs pour être de la littérature de masse. Or, au XIXe siècle, les masses de lecteurs, elles sont encore assez... Enfin, bon, on sait que le lectorat s'est beaucoup élargi dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de littérature de masse? Donc j'ai déjà cette question de masse, et ça renvoie aussi à la question de l'œuvre originale. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale? Moi, j'en connais pas par la Bible. Enfin, non, mais c'est vrai. Et encore. Et encore, non. Alors on peut remonter après, voilà, au Sumérien, Gilgamesh, tout ce que vous voulez. Non, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale? Pour moi, c'est très... Oui, ou authentique, pour moi, c'est une terminologie qui ne fonctionne pas, et surtout pour la littérature russe, avec ce fameux complexe de l'emprunt, il serait bon quand même de dépasser, parce que c'est vrai que ça brouille complètement notre estimation du texte russe. Cette question de l'emprunt, de l'imitation, et des choses comme ça. Et Walter Benjamin disait qu'une œuvre traduite, c'est une œuvre originale. Absolument. Donc, qu'il y a à enrichir d'ailleurs, et qu'elles s'enrichissent toutes pour arriver à cette fameuse langue... comment il appelait je ne sais plus comment je pars. Enfin bon, il avait une terminologie pour ça. Enfin, oui, je ne sais plus. Mais donc voilà, la question de l'œuvre originale, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est très... Voilà. Déjà, la dichotomie littérature d'élite de masse, elle mérite d'être affinée, je pense, et la question de l'œuvre originale d'être vraiment interrogée. Je suis d'accord avec vous. Je pense que sur l'œuvre originale, ça serait juste intéressant de juste présenter les différentes approches qui existent, parce que je ne veux pas élaborer ma propre théorie de ce que c'est une œuvre originale, ça va provoquer trop de débats. C'est juste l'abandon de certaines catégories, peut-être. On ne voit pas pourquoi la culture de la littérature de masse ne peut pas donner de classique. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est justement ce que je voulais dire. Toute petite... juste très court. Là, c'est pas une question, c'est même pas une question, c'est juste pour rebondir là-dessus, c'est le critère d'authenticité qui, à mon avis, est inclus dans le critère de la canonisation ou classification, en fait. N'est classique que ce qui est authentique. Et du coup, tous ceux qui sont considérés comme des imitateurs ou stylisateurs, je reviens à mon prière, sont jetés hors du canon. Et on est dans le paradigme romantique. Absolument. Merci beaucoup, merci Alexei.